Après une saison où Ruben Amorim a de nouveau fait parler sa magie en repositionnant son équipe au sommet du football portugais avec un second titre de champion en 4 ans, tout le monde s'attendait à ce que l'aventure prenne fin. Cette saison avait permis aux Portugais de s'imposer définitivement comme le meilleur entraîneur du pays en battant Conceição en championnat. Tu sentais qu'une certaine fin de cycle allait arriver puisque de nombreux anciens du vestiaire étaient arrivés à la fin de leur aventure, les joueurs mis en valeur durant la saison allaient avoir de belles offres sur leur bureau et surtout, de très nombreux grands clubs tapaient à la porte afin de sécuriser le prochain grand coach portugais avant qu'un top club ne vienne le shipper. Tout cela était pour moi évident. Amorim était en bout de course au Sporting. Aujourd'hui, il est rare de voir un coach rester plus de 3 ans au sein d'un club et je ne voyais pas Ruben refuser des offres, notamment des clubs de première ligue. Certaines propositions intéressantes lui ont été faites. On se rappelle de son fameux voyage à Londres pour rencontrer les dirigeants de West Ham et Chelsea afin de prendre la température. Je pense que d'autres clubs l'ont approché alors que tout le monde attendait d'entendre le nom de son prochain club. Coup de tonnerre, lui décide de rester. Bon, autant dire qu'après cette décision, je me suis retrouvé un peu comme un singe. Je croyais vraiment qu'il allait enfin quitter le Portugal, mais ce ne sera finalement pas pour tout de suite. Le projet est donc clair pour lui, continuer avec le Sporting, continuer de faire grandir le club, et très honnêtement, la tâche s'annonçait compliquée. Dès l'annonce du non-départ de Ruben Amorim, la situation de l'équipe a été étudiée et un plan clair a été mis en place, permettant de continuer la ligne directrice de cette année plutôt réussie. Je l'ai dit dans une vidéo sur le mercato du Sporting l'an dernier, mais la stratégie cherchant le profil idéal plutôt que des paris successifs a tellement fonctionné que le Sporting est redevenu champion, avec un Victor Gyökeres impliqué sur 58 buts en 50 matchs, un Hjulmand imbougeable et infranchissable au milieu de terrain, et des retours qui ont bien impacté l'effectif, comme Daniel Bragança, enfin libéré de ses blessures, ou Eduardo Quaresma, intégré à la rotation d'un poste où son profil était parfait depuis le début. Au milieu, tu as eu quelques problèmes de rotation que tu as colmaté avec l'arrivée de Koba Koinkredi, un recrutement nécessaire sur le moment qui a été bien géré, et au final, ta saison s'est sacrément bien déroulée. Tu as atteint les phases finales des coupes, tu as passé les poules d'Europa League avant de perdre contre l'Atalanta, c'était un gros morceau quand même, puisqu'ils ont remporté le trophée final, et tu as fini champion assez confortablement devant ton rival des dernières années, le Porto de Conceição. L'idée était donc de continuer sur cette lancée, et pour ce faire, il fallait d'abord convaincre tout le monde de rester. Tes meilleurs joueurs ne sont pas vraiment remplaçables facilement, il est primordial de réussir à les garder une saison de plus, et c'est ce que Ruben et la direction réussiront à faire. Gyökeres, Hjulmand, Pote, Edwards, Ignacio, Diomande et tous les autres joueurs importants refuseront les offres qui se présenteront à eux, un choix important puisque cela prouve la puissance d'attractivité de ce nouveau Sporting et leur forte relation avec un coach qui pour moi a tout d'un grand. Cette étape était primordial. Mais bien évidemment, si beaucoup ont accepté, comme je l'ai dit précédemment, pas mal d'autres étaient en bout de course, notamment les anciens, et leurs départs à eux sont inévitables. Cela signifie donc que le Sporting devait partir en opération rajeunissement. Un peu forcé par l'ordre des choses, mais une opération qui tombe à pic, puisque pas mal de jeunes talents tapent à la porte de l'équipe. Et certains mériteraient de continuer leur ascension interne en obtenant un rôle dans la rotation. Dans le même temps, tu vas avoir pas mal de retours de prêt, de joueurs pour qui il va falloir prendre une décision sur leur implication dans l'avenir du Sporting, et c'est un domaine où Ruben excelle. Lui n'hésite pas à écarter certains joueurs qui ne correspondent pas à ses idées, comme Flavio Nazinho, Gonzalo Esteves. Il n'hésite pas non plus à écarter des talents qui ne sont pas prêts selon lui, comme Abdul Fattah Issahakou. Et c'est une bonne chose autant qu'une mauvaise, puisqu'il installe une ambiance propice à l'évolution de ses idées, à l'évolution de ses jeunes, tout en écartant des joueurs qui pourraient exploser s'il leur offrait sa confiance. Des choix vont donc devoir être faits, tout en prenant en compte que l'effectif se doit d'être un peu étoffé, et surtout en gardant en vue que si certains ont accepté de rester une année de plus, il est certain que ce sera leur dernière avec ce maillot. Il faut donc étoffer pour cette année, tout en préparant le futur, et c'est pour ça que j'ai dit qu'une opération rajeunissement était primordiale. Pour cette nouvelle saison, pas question d'être indulgent, les objectifs sont clairs au vu des moyens mis, une lutte pour au moins 3 trophées tout en passant les poules seront les stricts minimums. Mais l'objectif principal est évidemment de sécuriser un 3e titre de champion en 5 ans. Un second titre consécutif qui permettra à Ruben de marquer définitivement l'histoire du Sporting et lui offrir un statut immense dans la légende des Verts et Blancs. Je sais pas si on dit les Lions en français, dites-moi en commentaire. L'été s'annonçait mouvementé, et dès le début, pas mal de choses ont bougé. Dès la fin de saison de l'an dernier, le groupe d'anciens a commencé à vider leur casier au sein d'un vestiaire où ils étaient les leaders. Antonio Adan, le gardien emblématique des dernières années, est parti avec une image écornée par ses nombreuses erreurs, notamment en Europe. Et petit à petit, en reculant dans la hiérarchie, il a compris que son aventure devait prendre fin. Tout comme Luis Neto, qui n'aura pas connu la défaite dans les quelques matchs qu'il aura joué pour sa dernière saison dans son club, les deux vétérans partent en tant que plus vieux joueurs de l'effectif, et leur départ est rapidement suivi
suivi par celui de Coates, qui profite de sa fin de contrat pour retourner au pays, et Paulinho, qui lui a reçu une belle offre de transfert d'un club mexicain. Tous partent en ayant accompli tout ce qu'ils pouvaient au Sporting. Tous auront impacté positivement la montée en puissance du club, et je trouve ça beau qu'ils partent tous ensemble. Derrière, Rafael Camacho, l'indésirable avec le plus gros salaire du club depuis des années, est enfin libéré de son contrat. L'option d'Abdul Fattah Issahakou, auteur d'une très belle saison chez les premiers Leicester, est levée par le club anglais, et le ménage peut donc commencer dans un effectif où les retours de prêt et les jeunes bloqués dans un rôle mineur sont nombreux. Comme d'habitude, le Sporting commence son chamboulement avec une flopée de prêts de joueurs qui n'ont aucun avenir au sein de l'équipe première. Alexandropoulos, Ruben Vinagre et Rafael Pontolo sont envoyés là où les options leur permettent. Derrière, tu as des prêts un peu moins évidents comme Rodrigo Ribeiro chez le premier du championnat portugais, un choix bizarre puisque le poste de buteur a clairement besoin d'un remplaçant depuis le départ de Paulinho. Matteo Talongo, Tayo Esugo et Cohen Crédit sont eux aussi envoyés en prêt, et ceux-là sont tout aussi peu compréhensibles, puisque les trois auraient clairement pu avoir un rôle dans l'équipe. Surtout Esugo, qui est un joueur dont on reparlera évidemment d'ici peu, et pas seulement parce qu'il a rejoint Las Palmas. L'effectif se retrouve donc vidé, de la place est faite, et les recrues peuvent donc commencer à s'installer. Vladan Kovacevic, gardien du club polonais que le Sporting a affronté en Europa League, prendra la place d'Adam dans les cages, en tant que titulaire, avec Franco Israel. Maxi Araujo débarque du club mexicain où Paulinho est envoyé afin de permettre à Poté de souffler ou bien de jouer quasi plus bas au milieu de terrain. Zeno Debast, défenseur prometteur belge, rejoint un secteur où tous les joueurs d'expérience sont partis. Il est programmé pour concurrencer Quaresma et Ignacio et sûrement s'imposer en tant que titulaire la saison prochaine, puisqu'il est certain que ce secteur sera fracassé par le mercato de 2025. Et enfin, après de nombreux échecs comme Ioannidis du Panathinaikos ou Vitor Roque du Barça, le Sporting signe son second buteur venu de Nordjylland, le jeune Conrad Harder. Un transfert un peu surpayé avec un jeune joueur ayant une seule saison avec les pros, qui va avoir le temps de grandir derrière Gyökeres. Un mercato important pour un club portugais, financé notamment par les quelques ventes déjà signées auxquelles s'ajoute Jovan Cabral, qui trouve enfin un point de chute définitif en rejoignant un promu, et Mateus Fernandes. Un transfert encore une fois dur à expliquer, puisque le milieu devient donc le même que celui de l'an dernier, et cela alors que Mateus sort d'un excellent prêt, qui aurait dû lui offrir cette place manquante. Ce choix me laisse perplexe. Avec ses départs au milieu, tu comprends l'idée puisque les options en attaque sont tellement nombreuses que Pedro Gonçalves peut redescendre, mais je suis pas sûr que sur la durée ce choix soit le bon. Je ne peux pas dire que l'effectif soit meilleur. Perso, je ne connais pas encore assez certaines recrues pour l'affirmer, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est différent. Aujourd'hui, avec le départ de la quasi-totalité des trentenaires, sauf Esgaio, qui a toujours sa place on ne sait comment, tu as de nouveaux leaders avec Yulman, devenu capitaine, Morita, Reis, Santos, devenant les anciens de l'équipe, et toute la dynamique interne se retrouve bouleversée. Ce changement était, je pense, nécessaire pour toutes les parties. Avec ça, l'équipe devient une des plus jeunes d'Europe, la plus jeune d'Europe avec Strasbourg en Ligue 1, et je trouve ce choix sacrément courageux. Avec le championnat qui a déjà commencé, on a vu une équipe toujours aussi forte, une dynamique toujours positive, notamment avec un Gyökeres au sommet de son art avec déjà 7 buts en championnat. Un premier échec est à noter avec la Supercoupe perdue contre Porto, mais ce match ne reflète plus la dynamique actuelle, puisque dépossédé de très nombreux talents, notamment offensifs, le Porto de Bruno a déjà 3 points de retard sur son rival, et le Sporting a déjà pris sa revanche en gagnant 2-0 en championnat, à domicile, afin de remettre les pendules à l'heure. Avec un Benfica totalement perdu et un Porto affaibli, la voie est royale pour voir Amorim réussir une saison historique. Très franchement, toutes les cartes sont dans les mains de Ruben pour réaliser une saison remplie de trophées et de victoires. Perso, j'y crois et j'ai hâte de voir si tout va se passer comme prévu. Cette année devrait permettre de terminer la légende du Portugais au Sporting. Arrivé en pleine saison, il est passé du traître de Benfica à sauveur d'une saison ratée. Il est devenu celui qui a apporté un premier trophée, un premier championnat depuis des années, celui qui a mis tellement de talent en valeur que le club a retrouvé une structure financière correcte, celui qui a réussi à créer une relation intéressante avec la direction, avec les supporters et les joueurs, au point que certains refusent des grands clubs pour rester sous ses ordres. Grâce à lui, le Sporting est devenu un club de Champions League, un club capable de concurrencer des écuries européennes, le 3e top club du championnat, et avec son passage à Braga, avec ce 3e titre en 5 ans, il a montré qu'il n'était pas qu'un simple entraîneur profitant du système, des finances opulentes de ses clubs, pour écraser les autres. Ruben Amorim et le Sporting ont construit un empire, et cette saison sera l'occasion de voir si cet empire peut prendre le contrôle définitif du Portugal. La période estivale a donc été maîtrisée d'une main de maître, et quand bien même le départ de Mateus Fernandes pose question, tous les autres sont logiques. Le recrutement montre qu'encore une fois le club cible bien mieux ses profils nécessaires que lors des années précédentes, et la montée avec Léa de certains jeunes ne laisse présager que de belles surprises, et on en reparlera évidemment, tu te doutes pourquoi. J'ai hâte de voir si le championnat sera un parcours de santé ou du combattant. J'ai hâte de voir si les complications connues par Porto et Benfica vont libérer la voie à un
un Sporting qui pourra vraiment remplir son armoire à trophées cette saison. J'ai hâte de voir si en passant les poules, le Sporting aura plus de chances que les années précédentes où d'entrée ils se sont pris Manchester City. Et surtout, j'ai hâte de voir comment va se passer la fin de saison et les décisions qui vont en découler. Bref, c'était une petite vidéo sur le Sporting. J'espère que t'as apprécié et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que tu as beaucoup attendue. Ciao.